Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés, J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Clés, le premier de cette année 2025 que je vous souhaite riche, curieuse et enthousiasmante. Aujourd'hui, on va se pencher sur les négociations de l'Arizona, négociations pour la formation d'un gouvernement fédéral 7 mois après les élections. Où en est-on? Pourquoi des négociations aussi longues? Qu'est-ce qui coince? Quelles sont les chances de réussite? Aura-t-on un gouvernement pour la fin janvier? Eh bien, ce sont toutes ces questions-là que nous allons explorer ensemble en commençant par revenir quelques mois en arrière. La première, les clés. Le compteur, il a commencé à tourner le 9 juin dernier, au soir des élections législatives. Des élections gagnées par la NVA au nord du pays avec un Bart De Wever qui se verrait bien du coup au 16 rue de la Loi. Bientôt Premier ministre? C'est possible. Rapidement en effet, c'est Bart De Wever qui va prendre la main. D'abord un formateur, puis pré-formateur, il est désigné formateur le 10 juillet 2024 et rappelle alors son ambition. Avant les élections, j'ai clairement dit que je suis candidat pour le 16. Je l'ai dit pendant la campagne électorale. Et maintenant, j'essaye de réaliser cette ambition. Et pour réaliser cette ambition, il met autour de la table 5 partis. 5 partis qui, à des degrés divers, ont gagné les élections. La NVA, Vooruit et le CD&V côté flamand, ainsi que le MR et les engagés côté francophone. Avec l'ambition d'un gouvernement qui mènera de grandes réformes pour le pays et dans le viseur, une échéance. Il y a un deadline naturel. Fin septembre, on doit présenter notre budget pluriannuel à l'Europe. Et c'est aussi un deadline politique puisqu'il y a les élections communales qui suivent en octobre. Et c'est bien d'avoir ce gouvernement en place avant ces élections. Bon, ça, c'était l'intention. Mais dans les faits, pas possible finalement d'aboutir avant les communales du 13 octobre. Les négociations Arizona seront même à l'arrêt complet à la fin du mois d'août. Bart De Wever remettra sa démission au roi avant d'être finalement quand même remis en selle quelques jours plus tard. Arrivent alors les communales, qui sonnent pour Bart De Wever une nouvelle victoire électorale à Anvers, mais aussi un cruel dilemme pour le président de la NVA. Mon cœur me dit, reste à Anvers, tu es bourgmestre, c'est la plus belle ville du monde, restez ici. Mes cerveaux me disent quand tu peux former un gouvernement qui va vraiment mener une politique migratoire beaucoup plus stricte et qui peut mettre les comptes en ordre dans ce pays, tu dois faire ça, il faut faire ça et tu dois devenir Premier ministre. Mais on va bien voir où on peut arriver parce que ce gouvernement n'est pas encore là. Hein. Ah non, ça c'est le moins que l'on puisse dire, même si au soir de ce 13 octobre, dans l'euphorie de son succès électoral, Bart De Wever se risque quand même à esquisser un nouvel objectif. On doit être là en novembre, sinon on rate l'opportunité de l'année 25 pour mettre les comptes en ordre. C'est déjà un demi-échec, donc il faut travailler vite. Mais le travail est beaucoup plus complexe qu'envisagé. Pour Vooruit notamment, le Parti socialiste flamand, il n'est pas simple de rentrer dans une coalition qui penche clairement à droite. Alors, Bart De Wever doit demander au roi régulièrement des prolongations de sa mission. Début novembre, nouvelle impasse, Bart De Wever remet d'ailleurs sa démission au roi, puis sera quand même prolongé comme formateur quelques jours plus tard. Mais voilà, en ce début 2025, on sent bien qu'on est au bout de quelque chose. Le formateur veut aboutir et est prêt à jeter définitivement l'éponge si aucun accord ne se dégage. Dans une récente interview donnée au nord du pays, il marque même un certain agacement. Moi j'ai cette idée, on est 6 mois après les élections, en novembre je suis venu avec une note, tout le monde a dit voilà, c'est la base, avec entre autres la répartition de l'effort. Entre-temps j'ai écouté tout le monde, j'ai réécrit la note 40 fois, il y a une fin à tout. C'est un buffet, vous prenez ou vous laissez. Et cette fois-ci, le président de la NVA formule ce qui ressemble bien à une vraie
deadline. Votre vœu pour 2025 ? Un gouvernement. Assez vite ? Aussi vite que possible. Une échéance ? Janvier ? Oui, janvier en tout cas. Voilà, petit florilège donc des déclarations de Bardo Wever sur les 7 mois écoulés. Bonjour Thomas Gadisseux. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes responsable éditorial pour les questions politiques ici à la RTBF. Est-ce que cette fois, on a affaire à une vraie échéance ? Je veux dire, est-ce que cet objectif de fin janvier, c'est une sorte d'ultimatum qui est mis cette fois-ci par Bardo Wever ? Ils se sont fixés l'ultimatum parce que la politique, c'est toujours une histoire de dynamique. Il faut placer des obstacles pour les adversaires, il faut évaluer le tempo des autres. Et donc, ils ont besoin de se mettre des deadlines pour essayer d'avancer. Ils ont raté tous les rendez-vous, vous l'avez démontré. Ils en ont fixé un nouveau. Mais moi, j'aimerais croire, mais je n'y crois pas pour l'instant. On ne croit plus à ces deadlines, on ne croit plus à ces fins. Parce qu'on va le détailler ensemble, la confiance, pour l'instant, n'est pas encore au top. Et le squelette de ce que devrait être l'accord n'est toujours pas présent. Donc, on aimerait être surpris. C'est ce que je souhaite, mais en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas confiant. Avec nous aussi, Ivan de Wader, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique à la VRT. Alors, pour vous, c'est quoi ? Cette fois, ça passe ou ça casse, ou bien c'est encore une échéance qui pourrait être finalement repoussée ? Je crois qu'on a eu la succession des échéances. On a commencé avec fin août, et puis les communales, fin octobre, on les a entendues. C'est Bardo Wever lui-même qui les a pesées. Mais comme Thomas, moi je n'y crois pas. Donc on verra bien. J'entends qu'en ce moment, les derniers jours, on a bien travaillé, on a négocié dans la profondeur. C'est une des petites phrases qu'on utilise pour enfin dire qu'il y a de discussions autour de la table, ligne par ligne, mais ça prend tellement de temps. Par exemple, il y a 2-3 jours, on a fait 19 numéros d'une centaine qu'on devait faire sur le marché du travail. Et donc, si on fait une vingtaine de numéros par jour, je crains qu'on n'y arrive pas à la fin de janvier. Et donc, oui, il y a cette échéance mise sur la table par le formateur lui-même, mais on verra bien à la fin du mois. Alors, on va se pencher dans quelques instants sur le contenu de la négociation, sur les points qui coincent, mais j'ai quand même encore une question avant ça, Thomas Gadisseux. Pourquoi est-ce que jusqu'ici, on a tenté qu'une seule option? Parce que quand on retourne dans le passé et qu'on voit les crises politiques qui ont parfois duré, la fameuse crise notamment des 541 jours en 2009-2010, on avait tenté pas mal de coalitions possibles. On avait eu plusieurs formateurs ou missionnaires royaux qui s'étaient collés à l'exercice. Ici, finalement, ça prend du temps, c'est 7 mois, mais avec un seul capitaine, en quelque sorte, Bardo Wever, et en gros, les 5 mêmes partis, même si à un moment donné, on avait évoqué pendant quelques jours l'option de ramener l'Open VLD à table. Pourquoi est-ce que, finalement, ça semble être la seule option possible ? Le premier argument, c'est la cohérence par rapport à ce qui a été dessiné au niveau des régions. Le but, c'est d'avoir des gouvernements qui puissent se parler. À partir du moment où ces mêmes partis gouvernent en Flandre et en Wallonie, s'ils gouvernent ensemble au fédéral, ça va être plus efficace pour l'ensemble des réformes qu'ils veulent mettre en œuvre. Donc, ça ne sera pas possible de mettre en place ces réformes si on ajoute d'autres partis parce que ce sont des partis différents qui n'ont pas négocié. Ça, c'est la première chose. Il y a la question arithmétique aussi. En fonction des différentes exclusives, on ne va pas les détailler tous, de ce que les partis ont mis. Je ne veux pas gouverner avec les nationalistes, ou si je gouverne avec les nationalistes, c'est sans les libéraux. Enfin, ça, c'était le discours du PS. Si on met à bout toutes ces exclusives, on arrive seulement à ce scénario-là. Et puis, il y a une cohérence aussi politique des programmes. Ce sont les partis qui, ensemble, ont le plus d'accointance. Même s'il y a beaucoup de relief, et il y a beaucoup de contrastes, et il y a beaucoup de différences, c'est quand même les partis qui, en termes de points communs, se réunissent quand même sur l'échiquier politique. Un mot sur le rôle du formateur, alors, Ivan de Wader. Bardo Wever, qui, par 2 fois, a quand même remis sa démission, mais qui semble quand même prêt à continuer la mission, même s'il a dû faire face de temps en temps à ce qui ressemblait à des impasses, même s'il a dû faire face parfois à des sorties des uns ou des autres qui n'ont pas dû lui plaire. On sent quand même qu'il a envie d'y arriver. Quelque part, il a envie d'être Premier ministre. Ils se sentent obligés. Je ne sais pas s'il a vraiment envie, mais ils se sentent obligés. Il y a une logique aussi, il y a une logique politique. La NVA est le parti le plus grand. Comme Thomas vient d'expliquer, il y a une cohérence avec les gouvernements, les exécutifs au niveau régional. Il y a une cohérence idéologique, sauf avec Voorhout, ce qui reste un peu plus difficile avec un parti, les socialistes néerlandophones. Et donc, dans la logique, Bardo Wever s'est mis comme
comme le responsable qui doit prendre cette responsabilité pour la Belgique avec les réformes qu'il a en tête. Et c'est aussi une des exigences de la NVA. Bart De Wever ne deviendra le Premier ministre qu'avec les réformes et les différentes réformes, c'est-à-dire au niveau du budget, au niveau des pensions, au niveau du marché du travail. Et donc, c'est une des exigences pour avoir Bart De Wever, pour avoir justement cette personnalité. Il faut que la NVA participe. Et pour que la NVA participe, ce sera avec des réformes parce qu'il n'y a pas de communautaire, il n'y a pas d'élément communautaire. Et donc, la NVA a mis tout sur ces réformes. Il faut bien revoir un peu dans le passé, par exemple 2010-2011, avec la tripartite d'Elio Di Rupo. Là aussi, on avait l'idée, après quelques mois, que même que si on n'était pas très sûr sur la formule, c'est un peu la différence entre ces deux périodes-là, celle de 2010 et celle qu'on vit aujourd'hui, il y avait une certitude, c'est que Elio Di Rupo allait devenir le Premier ministre d'une des formules possibles. On est dans la même situation, c'est Bart De Wever qui sera probablement le Premier ministre, en tout cas de cette formule ici, qui est la plus logique. Et j'ajoute aussi, depuis les élections, il y a quand même, disons, un changement d'attitude du côté francophone. Quand on voit comme, par exemple, le président des Engagés, Maxime Prévost, a accepté la personnalité de Bart De Wever, fait même des louages sur la personnalité de Wever comme formateur, il y a quand même une différence avec la période avant les élections. Et c'est par exemple dû au fait qu'il a tenu bon contre le Vlaams Belang en Flandre. Donc ça a fait changer les attitudes et les pensées sur Bart De Wever et les possibilités de devenir Premier ministre. Alors on va se pencher sur le contenu maintenant de la négociation, sur les points qui font blocage pour le moment et qui font que on a dû repousser successivement toute une série d'échéances et qu'on n'a toujours pas d'accord aujourd'hui. Il y a un point en particulier qui, en tout cas dans la presse, est souvent mis en avant comme un point justement de crispation particulièrement aigu. C'est celui de la fiscalité. On va y revenir avec Sarah Pousset. C'est un dossier qui avait déjà divisé le gouvernement Vivaldi. La réforme fiscale continue à crisper et ralentit les négociations en cours. Les 5 partis de l'Arizona ont des visions bien différentes des mesures à mettre en place. Du côté du MR, le parti a promis pendant la campagne électorale de ne pas augmenter les impôts. Georges-Louis Boucher campe donc sur ses positions. La pression fiscale globale ne doit pas augmenter. Donc qu'il y ait un changement dans la répartition du fardeau, c'est-à-dire au sein de la masse actuelle, ça je n'ai jamais été fermé là-dessus. Mais par contre, ça ne doit pas être des taxes en plus dans le pays le plus taxé du monde. Aujourd'hui, 10% des personnes les plus aisées en Belgique contribuent à 50% de l'impôt des personnes physiques. Donc si on nous dit que les riches ne payent pas, j'ai un peu de mal. Sauf qu'en face, on retrouve notamment les socialistes flamands de Vooruit. Ils se sentent globalement lésés par la super note de Bart De Wever qu'ils jugent trop à droite. Ils souhaitent un rééquilibrage des efforts, notamment du côté des grandes fortunes. En novembre, c'était l'un des points qui avait poussé Conor Rousseau à quitter pour un temps les négociations. Il y a aussi le signal des gens de terrain, les travailleurs, qui est que l'argent ne doit pas seulement venir des poches des pensionnés, de la sécurité sociale, de hausse de TVA, que tout le monde va payer, mais aussi des plus gros revenus. Nous devons avoir un partage équilibré et si on réforme, il faut le faire de manière humaine. Rappelons aussi qu'un projet de réforme fiscale était déjà porté par le gouvernement précédent sous le ministre des Finances Vincent Van Petegem. Mais lors des négociations, ce travail du CDNV a été remis en question par le MR. La tension entre les deux hommes est donc à son comble, ce qui n'aidera pas à apaiser les négociations. Thomas Gadisseux, ce dossier de la fiscalité, c'est le nœud de la négociation de cet accord Arizona ? C'est vraiment le cœur de la promesse, en fait. Cette coalition, elle a une promesse, c'est faire en sorte qu'il y ait 500 € de différence entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Pour ça, il faut à la fois travailler sur les impôts des travailleurs, diminuer la fiscalité, mais il faut pouvoir payer ça. Ce sont des cadeaux, c'est des impôts en moins. Est-ce que ce sont les épaules les plus larges qui financeront ? Et puis de l'autre côté, il y a les allocataires sociaux qui, eux, vont voir leurs allocations soit rabotées, soit plafonnées.
Donc il est question d'une non-indexation des allocations pour l'ensemble de la législature. Ce qui fait qu'en bloquant d'un côté les allocataires sociaux et en augmentant le pouvoir d'achat des travailleurs, on arrivera à la fin de la législature, selon l'accord, à 500 €. C'est une promesse et c'est le cœur. S'ils n'arrivent pas à faire ça, alors ce gouvernement ne tient plus. Le problème, c'est qu'on n'arrive toujours pas à financer. Et donc, qui contribue à augmenter les recettes pour financer la baisse d'impôts? Ce n'est pas clair. Et c'est l'objet du cœur de la discussion depuis 7 mois. C'est pour ça qu'on est peu confiant. Tant qu'on n'a pas ce squelette-là de cet accord, tout le château de cartes ne tient pas. Pour vous rendre compte, donc on a une galette des rois, il y a 5 rois mages, 23 milliards d'euros d'efforts budgétaires à faire. 2 tiers, ce sont les réformes. Ça veut dire que c'est pas la moitié, c'est 2 tiers de la tarte. Et les réformes, c'est quoi? C'est la réforme des pensions. Ça veut dire du pouvoir d'achat en moins pour les pensionnés. C'est la réforme du travail, plus de flexibilité, les chômeurs. C'est la réforme des malades de longue durée. Donc 2 tiers de l'effort, ce sont ces réformes structurelles. Et pour l'instant, on a 1 tiers de nouvelles recettes, avec notamment les épaules les plus larges et d'autres dividendes éventuellement de l'État à aller chercher. Mais donc c'est ça qui est questionné. Le château de cartes, pour l'instant, il ne tient pas, parce que cette promesse de 500 €, elle est bien belle sur le papier, mais on n'a toujours pas réussi à la financer. Oui, et on imagine que là-dedans, en plus, il y a des éléments qui sont particulièrement difficiles à avaler pour Vorreut. Si on fait tellement d'économies, si on touche aux pensions, si on bloque certaines allocations sociales, pour un parti socialiste, même si c'est un parti socialiste quand même différent finalement du parti socialiste francophone, sans doute plus blairiste, on a envie de dire, ça va quand même être difficile à faire avaler à ses troupes. C'est pour ça aussi que ça coince fortement entre Vorreut et les autres, même si il n'y a pas que Vorreut qui défend des accents plus sociaux dans cet accord de gouvernement. Parce qu'un président doit avoir l'accord de son parti pour participer à une coalition. Donc Conor Rousseau, à un moment donné, il va devoir aller devant ses troupes, présenter l'ensemble de la mariée et voir si elle est acceptable. Les grèves vont commencer, les mobilisations vont démarrer en ce mois de janvier. Tout ça va être concomitant à la dernière ligne droite peut-être de la négociation. Donc il faudra voir de quel côté la pièce va tomber, mais c'est sûr que l'aile gauche, on pense aux socialistes flamands, mais tout de même le CDNV, y compris les engagés. Pour l'instant, il y a beaucoup de départs de feu. La fonction publique, les enseignements, les cheminots probablement, la défense avec la question des pensions et des statuts spéciaux. Ça va faire beaucoup de monde en colère. Comment les partis vont être résilients et robustes face à cette grogne? C'est un élément clé aussi du mois de janvier. Yvan de Wader, votre analyse à vous. Thomas Gadisseux nous dit le château de cartes pour le moment ne tient pas. C'est aussi votre avis que dans la structure même de l'accord de gouvernement, la base même de ce qui doit faire le deal entre les partis, il n'y a toujours pas d'accord, on n'est pas sur des détails aujourd'hui, c'est vraiment le fond même de l'accord qui fait problème? Oui, c'est toujours le fond qui fait problème. Georges-Louis Boucher a répété dans l'émission de Matin Première que la pression de la fiscalité ne pouvait pas augmenter. Et pour Georges-Louis Boucher, elle peut encore baisser aussi, ce que le formateur a nié, en tout cas, en disant que dans sa note, il n'y a pas de baisse de fiscalité. Elle reste sur le même niveau. Et donc, d'un côté, on a Conor Rousseau qui vient de répéter sur Instagram que l'accord doit devenir plus social qu'il est en ce moment. Donc, Vorreut reste sur le même point. Le MR reste aussi sur le même point, la même position. Et j'ajoute encore un élément, c'est-à-dire que les démocrates chrétiens, CDMV du côté néerlandophone, exigent une réforme fiscale qui veut aussi qu'on baisse les impôts sur le travail, mais qu'on aille chercher, par exemple, de l'argent dans la TVA. Et là, on est dans un triangle qui reste infernal, parce que peut-être qu'on pourrait avoir un accord entre les socialistes et les libéraux, mais avec cette exigence d'une réforme fiscale qui va encore plus loin et qui touche par exemple à la TVA du pain, du lait et des éléments très fondamentaux, ça risque de devenir impossible. En néerlandais, on dit de quadrature van de cirkel. Je crois que l'expression... La quadrature du cercle. Donc, voilà, elle existe aussi en français, mais ça veut dire que c'est impossible à gérer, c'est impossible à trouver la solution. Et donc, je ne sais pas, pour la fin de la mois, qu'on trouvera cette solution du triangle entre ces trois positions. Quand on vous entend tous les deux, Yvan de Wader, Thomas Gadisseux, on a l'impression que finalement les chances ou les risques d'échec sont plus importants que les opportunités d'arriver à un accord avant la fin du mois, Thomas Gadisseux? Sauf qu'il y a la menace du chaos.
Et il y a la menace aussi du budget. À un moment donné, si la Belgique ne fait rien, son budget n'est pas en ordre, eh bien on va pouvoir être remis à l'ordre justement par l'Union européenne ou par la pression des marchés financiers. Donc dire qu'il n'y a pas de menace, c'est aussi peut-être voiler quand même qu'à un moment donné, ils doivent conclure. Ils sont forcés à un accord. Mais est-ce que les éléments sont là? Est-ce que la confiance est là? Est-ce que, pour l'instant, non. Mais ce qui est très marquant, c'est la banalisation en fait aussi du fait que ça n'avance pas. On a le sentiment qu'en Belgique, plus personne ne comprend, ou en tout cas peu de personnes se soucient encore de pourquoi ça met 7 mois. Souvenez-vous, 2010, 2011, il y avait des manifestations, drapeaux... Les gens disaient qu'ils allaient se laisser pousser la barbe jusqu'à ce qu'on ait un gouvernement. Ici, plus personne ne parle de ça. Ça paraît tellement loin, et c'est ça qui est peut-être le plus marquant, en fait. On sort d'une année électorale où on a essayé de démontrer l'intérêt d'aller voter, de se mobiliser, de planter les enjeux. On a un score qui est assez clair, pour une fois, et en fait, la concrétisation de ces victoires et de ce score a du mal. C'est quand même compliqué après, pour nous, d'expliquer l'utilité de cette démocratie, des outils. Enfin voilà, moi, ce qui me frappe le plus, c'est cette banalisation du statu quo, en fait. Comme si un gouvernement ne servait à rien. Mais si un gouvernement, ça peut changer des vies, ça prend des décisions, ça influence notre quotidien, on prend des directions dans un monde qui va dans plein de directions, et bien la Belgique, elle a sa direction à prendre. On a une nécessité d'avoir un gouvernement. Et c'est ça qu'il faut rappeler, en fait. Peu importe la formule. Est-ce qu'il va falloir, Ivan de Wader, une vraie pression extérieure à un moment donné, du coup, pour y arriver? On se souvient que dans la crise 2009-2010, c'est parce qu'il y avait la crise des dettes souveraines aussi, à un moment donné, qui faisait que toute une série de pays étaient dans le collimateur des marchés financiers, que la Belgique risquait de l'être, qu'il a fallu bouger. On sait que lors de la précédente formation de gouvernement, la crise Covid, à un moment donné, est venue mettre les élus devant leurs responsabilités. Est-ce qu'il va falloir aussi un élément extérieur pour contraindre les uns et les autres à faire des concessions pour pouvoir parvenir à trouver l'équilibre? Oui, c'est une des théories qui court en ce moment, mais je vais quand même un peu nuancer cette position de l'Europe sur notre budget, parce que c'est l'Europe qui demande que notre budget soit mis en ordre, mais le contexte européen est tout à fait différent d'il y a 15 ans. La France a des problèmes avec le budget encore supérieur au nôtre. L'Allemagne est dans une crise politique. Les Pays-Bas est un pays disons, de politique instable. Donc on est dans un contexte européen qui est tout à fait différent, et je ne crois pas que l'Europe va intervenir de la même façon qu'il a fait dans le passé, parce que si on intervient en Belgique, il faut intervenir dans les plus grands pays, ce ne sera pas plus facile. Et donc oui, on attend cet élément extérieur, peut-être que les marchés financiers donneront un élément, mais si il n'y a pas cet élément, je crains, comme Thomas a dit tout au début de l'émission, que fin janvier, il y aura une nouvelle échéance. Je ne sais pas si ce sera encore avec Bart de Wever et avec la même formule, mais ce sera probablement une nouvelle échéance. Et à ce moment-là, on continue et on se retrouve dans une léthargie aussi avec les observateurs politiques. Je vous avoue, j'ai pris 2 semaines de vacances. Moi, j'étais un peu fort soulagé de ne pas devoir chaque jour informer où ils étaient en ce moment. Moi, j'étais content de me rendre à l'étranger et de ne pas devoir travailler sur ces négociations-là. Il y a une lassitude, en quelque sorte, qui s'installe. Thomas Gadisseux, dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres options ? Est-ce qu'il est possible d'imaginer d'autres coalitions avec éventuellement un autre capitaine à la barre? Parce que ici, comme on l'a dit, depuis 7 mois, on a à peu près testé que cette option de l'Arizona. On rappelle, NVA, CDNV Vorreut au nord, MR et les engagés au sud du pays. Est-ce que si ça ne fonctionne pas, il y a d'autres options? Il y a toujours des options en Belgique. C'est quand même un peu la magie de notre système politique. Alors forcément, il y a aussi la possibilité de ramener les libéraux flamands, ce qui a été à un moment donné vaguement testé, mais pas vraiment, et de faire sortir les socialistes flamands. Mais ça veut dire qu'il y a une majorité très très courte, ce qui peut poser problème, mais en même temps, il y a moyen de s'accommoder. Ça serait l'option la plus simple. Après, on peut tout réouvrir. On peut avoir une tripartite classique, avec la gauche, la droite et le centre. On peut avoir un gouvernement qui reste en place et qui a les pouvoirs spéciaux, comme ça s'est passé durant la pandémie du Covid. Mais pour tout ça, il faut des accords, en fait. Et il faut à un moment donné que ces partis entre eux, qui pour l'instant ne se parlent pas, et il faut aussi un accord si on va aux élections.
il faut qu'à un moment donné, les partis se sabordent. Donc tout ça ce sont des hypothèses dont on a parfois le secret en Belgique. Pour l'instant, je crois que personne n'ose y croire. On a plutôt le sentiment que c'est soit cette option-ci, ou éventuellement avec les libéraux, soit les élections. Ce qui, dans un monde où on est sans cesse surpris chaque semaine par la folie de ce que l'homme peut faire, c'est encore une option en fait, tout simplement aller revoter. C'est une option qu'on ne doit pas totalement écarter en 2025. On ne peut pas écarter l'option qu'on revoterait en 2025. En un mot vraiment très rapide, oui. Ivan de Wader, vous pensez ça aussi, vous ? C'est une des possibilités. Je crois que et j'espère que ce sera la dernière des possibilités, la toute dernière, parce que ce serait un mauvais signal. Et pour le reste, on continue, nous, les observateurs, de lire dans les entrailles et de voir ce qui va se passer de jour en jour. Et bien voilà, un épisode qui se conclut avec pratiquement plus de questions que de réponses, j'ai l'impression, sans compter que dans le grand mécano belge, il y a aussi un blocage qui semble très difficilement dépassable à Bruxelles, et c'est ce qu'on abordera d'ailleurs dans notre prochain épisode. En attendant, je retiens surtout de ce numéro cette lassitude très claire des observateurs, et cette presque indifférence aussi des citoyennes et des citoyens par rapport à cette situation politique et au blocage actuel qui empêche pourtant de mettre en œuvre les politiques sur lesquelles les citoyennes et les citoyens se sont prononcés le 9 juin dernier. Voilà, c'était Les Clés, un podcast de La Première, avec à la réalisation sonore Jonathan Remy, à la préparation Sarah Pousset et Arnaud Ruyssen. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Je rappelle que tous les épisodes des Clés sont disponibles sur Ovio ainsi que sur vos plateformes de téléchargement.